Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée aux femmes et à leur rôle dans les sociétés africaines. Le dossier du jour dressera un portrait croisé de deux femmes pionnières sur le continent africain. Il s'agit de Madeleine Béré et de Myriam Bensalla Chakroun, l'une est gabonaise, l'autre marocaine. Toutes deux occupent des fonctions importantes dans leurs pays respectifs. Preuve que le continent a fait de grandes avancées en matière de promotion de la femme. Et le chemin pour parvenir à une totale égalité homme-femme est encore long. C'est ce que nous verrons au cours de cette émission. Puis au sommaire également, la Côte d'Ivoire en deuil après l'attentat à Grand-Bassam ce dimanche. Une attaque revendiquée par AQMI, Al-Qaïda et au Maghreb islamique et qui relance le débat sur le fléau terroriste qui menace de plus en plus le développement économique et social du continent africain. Et au Bénin, la Cour constitutionnelle confirme les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Le deuxième tour prévu le 20 mars verra s'affronter le Premier ministre sortant, Lionel Zinsou, à l'homme d'affaires Patrice Talon. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invitée, cofondatrice du réseau Leader en Elle, il s'agit de Pamela Meleuillet. Bienvenue parmi nous. Merci, bonsoir. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Jemal Taleb. Jemal, merci d'être avec nous. Merci Amira et bonsoir à tout le monde. Et Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Après le Mali et le Burkina Faso au mois de janvier, au moins 16 personnes, plutôt 18 selon un bilan qui serait encore provisoire à l'heure actuelle, ont perdu la vie ce dimanche 13 mars sur une plage à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire à la suite d'une attaque terroriste revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. AQMI, le drame relance le débat sur la sécurité des citoyens dans la sous-région. Comment mettre un terme aux agissements des groupes terroristes? Comment anticiper leur attaque? Pourquoi l'Afrique de l'Ouest est touchée par ce fléau? Autant de questions qui restent en suspens pour l'heure. La Côte d'Ivoire, encore sous le choc, a décrété un deuil national de 3 jours à partir de ce 14 mars. C'est un sujet qui nous a été préparé par notre journaliste Deo Gracias Podo. La menace terroriste ne faiblit pas en Afrique de l'Ouest, comme en témoignent les attaques perpétrées au Mali, au Burkina Faso et plus récemment sur la plage de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Selon certains experts, les États africains doivent plus que jamais restructurer leurs outils de défense et de sécurité pour pouvoir faire face aux menaces. Mais en attendant, à quel tour? C'est l'interrogation qui suscite des inquiétudes dans le reste des pays de la sous-région. Depuis la guerre du Mali, les choses ont évolué. Ce n'est pas une guerre classique. Ce sont des gens qui luttent pour détruire d'abord l'image d'un pays, briser la confiance des citoyens envers leur gouvernement. Et sur ce plan-là, je pense que ces groupes sont en train de réussir. Il faut d'abord partir du réel. Aucun pays ici dans la zone soudano-saharienne n'a les moyens de se payer la défense qu'il faut pour faire face à ce genre de guerre. Que cela soit très clair. Du Maghreb à la partie subsaharienne du continent, les forces de défense et de sécurité, d'une manière générale, se sont toujours mobilisées pour faire face aux éventuelles attaques des groupes armés. Seulement, la plupart de ces dispositifs ont présenté des failles, des limites objectives qui seraient liées à un problème de ressources humaines et financières. Certains spécialistes estiment que les populations elles-mêmes ont un rôle à jouer. Désormais, elles devraient participer davantage à la gestion de leur propre sécurité. C'est vrai que quand il y a une guerre idéologique, les populations sont les meilleurs remparts. Mais il faut, je pense, faire des tours partout et surtout autour de nos frontières pour sensibiliser sur le danger. Le premier danger, c'est la radicalisation à l'intérieur de nos frontières. Nous devons tenir compte de la réalité d'ailleurs pour que nos pays puissent au moins s'offrir un minimum de garantie de collaboration intelligente avec les populations. Le continent africain et plus particulièrement les pays subsahariens sont plus que jamais concernés par l'islamisme radical et par la lutte contre le terrorisme dans son ensemble. Entre Al-Qaïda au Maghreb islamique et Boko Haram, nombre d'États semblent être pris en étau. Certains appellent aussi à la mise en place d'un organisme efficace d'échange d'informations entre les services de renseignement des pays de l'espace ouest africain pour limiter les attaques du genre. J'ai mal réveil très douloureux pour la Côte d'Ivoire qui avait jusque-là été épargnée par ce genre d'attaque. Un répit qui malheureusement aura été de courte durée. Oui, réveil douloureux, épargné sans aucun doute. Le Burkina a été épargné jusqu'à il n'y a pas longtemps. Le Mali, jusqu'à il y a quelques années, est épargné. Tous les pays de la région étaient épargnés. Ceux qui le sont aujourd'hui ne le seront probablement plus demain.
nous faisons face à une situation qui concerne tout le monde. Aucun pays n'est à l'abri, aucun pays ne peut se dire les autres et pas moi, ce qui fait dire que la réponse doit être forcément collective, mutuelle, elle doit concerner chacun. Plus que jamais, le G5 Sahel devient une nécessité. Le G5 Sahel, c'est ce groupe des 5 pays du Sahel, donc la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina sont des pays qui font face, donc c'est des pays de ligne de front qui font face à la menace réelle qui touche tout le monde, en tout cas celle qui vient du Sahel. Malheureusement, on n'est plus seulement au Sahel. Boko Haram nous a appris que même plus bas sur le continent, on est aussi touché, concerné, la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est pourtant pas le pays le moins bien armé, c'est pas le pays le moins bien équipé, c'est pas le pays qui a le moins d'expérience. Hélas, ce pays vient de vivre une dizaine d'années de guerre civile atroce, et donc il est capable de faire face à une situation comme celle-là. La difficulté, c'est que nous faisons face à un ennemi diffus, inconnu, invisible, parfois bénéficiant de la solidarité, ou en tout cas du soutien interne, et donc la réponse est forcément, obligatoirement, nécessairement commune. Et donc la Côte d'Ivoire est sans doute le pays le plus riche de la région, en tout cas ouest africaine, c'est celui qui est capable de faire face financièrement à cette situation. Donc une implication plus forte de la Côte d'Ivoire devient de plus en plus nécessaire. C'est un pays bien armé. Et c'est un pays qui doit nécessairement se faire une place plus importante pour soutenir. Parce que la particularité de la Côte d'Ivoire, c'est que la menace peut venir d'en haut comme elle peut venir d'en bas. Et donc l'obligation pour la Côte d'Ivoire est encore une fois de mutualiser les forces. Enfin, il y a des pays qui ont désormais une expertise dans ce domaine-là. Le Mali là, la Mauritanie là, le Tchad là, le Niger là. Et donc, la Côte d'Ivoire a besoin de s'appuyer sur des pays comme ces pays que je viens de citer, mais aussi d'autres. Plus bas, le Cameroun est incontestablement un pays qui fait face à une menace forte, mais à laquelle il fait face sérieusement. Et donc, désormais, hélas, j'ai envie de dire, parce que ces moyens, on en aurait bien besoin pour tout à fait autre chose. Enfin, la guerre, hélas, n'est jamais un besoin facile, mais elle s'impose, et nous devons nécessairement adapter nos besoins militaires, mais pas seulement, parce que le premier ennemi de la sécurité et de la stabilité, c'est encore une fois la misère et l'ignorance. Et donc, la réponse doit être militaire, elle doit être philosophique, elle doit être intellectuelle, elle doit être économique. Jean-Marie, avant, on avait des foyers terroristes, des zones réputées être dangereuses. On a désormais l'impression que la menace est très diffuse et que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut être touché. Aucun pays en Afrique n'est à l'abri, si vous voulez, du terrorisme. Tout simplement pourquoi? Parce que l'attaque de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les terroristes visent les points essentiels, c'est-à-dire les points qui peuvent faire émerger, si vous voulez, les pays dans les différentes zones. Ce qui s'est passé, comme Djemal vient de le dire, c'est parti de l'Afrique de l'Ouest, c'est descendu en Afrique centrale, d'où la nécessité pour les États de mettre en place des stratégies sécuritaires qui soient des stratégies sécuritaires concertées. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez aucun pays qui est à l'abri. Et à travers ces stratégies sécuritaires-là, malheureusement, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui sort de 10 ans de guerre, être encore confronté, si vous voulez, à cette nébuleuse-là, qui est une nébuleuse qui est pratiquement indétectable. Et il y a une chose qui est dommageable là-dessus, encore une fois, Djemal l'a souligné, à savoir que vous avez, comment dirais-je, des complicités internes. Des complicités internes, tout simplement. Pourquoi? Parce que chez nous, en Afrique, la règle de la démocratie, on a du mal, comment dirais-je, à pouvoir la poser. Donc, qu'est-ce qui se passe? On essaye de passer par des voies qui ne sont pas généralement des voies démocratiques par rapport à ce que nous connaissons en Afrique. Donc, aucun pays n'est à l'abri, d'où la nécessité de mettre en place ces plateformes-là, les plateformes sécuritaires de concertation et de mutualisation, comment dirais-je, des forces, pour pouvoir faire face à cet ennemi qui est commun aujourd'hui. Il n'y a pas que l'Afrique, mais c'est le monde entier. Et on en a déjà parlé autour de ce plateau, mais il ne s'agissait que des tendances officielles et communiquées par la Sénat, mais uniquement des tendances. Ça y est, elles ont été confirmées par la Cour constitutionnelle. Le second tour de l'élection présidentielle au Bénin verra s'affronter le Premier ministre sortant, Lionel Zinsou, à l'homme d'affaires Patrice Talon. C'est un reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou, commenté par Deo Gracias Kodo. Les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 6 mars 2016 sont connus au Bénin. La Cour constitutionnelle, institution compétente pour donner les résultats de l'élection, a rendu son verdict. Après un examen minutieux de l'ensemble des documents électoraux transmis par la Commission électorale nationale autonome, Sénat, les 7 sages de la Cour constitutionnelle ont réajusté les voix au regard des irrégularités observées afin d'assurer la sincérité du scrutin. Les résultats publiés ne sont quasiment pas différents des grandes tendances rendues publiques par la Sénat il y a quelques jours. Électeurs inscrits, 4 746 348. Votants,
3 134 988. Suffrages exprimés, 3 018 458. Majorité absolue, 1 509 230. Le candidat de l'Alliance républicaine, Lionel Zinsou, vient en tête du peloton, suivi de l'homme d'affaires Patrice Talon et de Sébastien Germain à Javon. Monsieur Lionel Alain-Louis Zinsou d'Erlin, 858 080. 2. Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon, 746 528. 3. Monsieur Sébastien Germain Marie Aïkoué à Javon, 693 084. 4. Monsieur Abdoulaye Biotchani, 262 389. 5. Monsieur Makandjou Pascal Jean-Iréné Koupaki, 177 251. Lionel Zinsou et Patrice Talon sont les têtes d'affiche du second tour de l'élection présidentielle. Lionel Zinsou est le candidat du parti au pouvoir, renforcé par les partis d'opposition, notamment le PRD et la RB. Patrice Talon se réclame d'une coalition de rupture qui regroupe plus de 9 candidats, dont Sébastien Ajavon, Abdoulaye Biotchane et de Pascal Iréné Koupaki. À présent, les regards sont tournés sur la journée du dimanche 20 mars 2016, date de la tenue de ce second tour de la présidentielle. Le victorieux prêtera serment le 6 avril 2016 à Porto Novo. Jean-Marie, avant d'évoquer ce second tour, peut-être revenir rapidement sur le remaniement ministériel opéré par le président Boni Yayi à 26 jours de la fin de son mandat. Quel peut être l'intérêt de ce remaniement ? Personnellement, Amira, je n'en vois pas d'intérêt parce que politiquement, si vous voulez, bon, les élections, nous sommes plus ou moins au courant des résultats. Donc, je ne vois pas quelle est la stratégie politique qu'il y a derrière de pouvoir faire un remaniement ministériel dès cet instant-là, à moins qu'il soit question éventuellement de reconduire, si vous voulez, les anciens qui étaient au gouvernement, dont on les met d'abord de côté en attendant que le nouveau président arrive et qu'il les réintègre. Donc, peut-être on me dirait que je prête des idées machiavéliques à l'ancien président, mais toujours est-il que... Toujours est-il que je ne comprends pas, si vous voulez, bon, l'intérêt de ce remaniement-là, si vous voulez, bon, alors que bon, le prochain président est pratiquement élu. Il sera connu. Il n'est pas encore élu, mais il sera connu puisque vous avez 2 candidats. Donc le remaniement ministériel, je n'en vois pas l'intérêt parce qu'on remanie un gouvernement pour essayer, de redynamiser redynamiser l'équipe qu'on a en place. Bon, mais là, je n'en vois vraiment pas l'intérêt de pouvoir changer de gouvernement. Gemal, Lionel Zinsou, Patrice Talon, que vous inspire ce duel tant attendu ? Je pense que c'est le scénario le plus difficile, sans doute, pour le président sortant, Yayi Boni. Je pense que l'un des enjeux pour lui, c'était plutôt de ne pas avoir Patrice Talon dans une position comme celle-là. Le deuxième pari, mais celui-là il le gagne, c'est plutôt de sortir un joker comme Lionel Zinsou, de le trouver aujourd'hui en situation de gagner, il est en tête, et donc probablement de se débarrasser d'un ennemi encombrant, d'un adversaire encombrant qui est donc Patrice Talon. À titre personnel, je suis très fan de Lionel Zinsou. J'aime bien son afro-pessimisme, j'aime bien son intelligence, j'aime bien sa capacité à régler des situations et j'aime bien son non complexe par rapport à l'opinion internationale. Et donc je suis absolument mal placé pour donner un avis totalement impartial. Parce qu'encore une fois, même si je pense que mon estime et mon admiration pour Zinsou est totalement impartiale, parce que ce n'est pas un ami personnel. Mais je pense encore une fois que le Bénin gagne de ce point de vue-là, mais sans aucun doute à avoir le meilleur d'entre nous, comme disait quelqu'un de quelqu'un d'autre. Et donc, de ce point de vue-là, il est en train de gagner. Plus sérieusement, voilà un homme qui est venu il y a 10 mois, venu de nulle part, banquier d'affaires, ancien dans des cabinets ministériels, qui abandonne tout cela et qui vient dans son pays d'origine. Il y a quelque part une forme de sacrifice, incontestablement, même si ce n'est pas un sacrifice d'être président de la République du Bénin, et je ne le dis pas là. Mais il n'y a aucun doute, je veux dire, il aurait pu se couler à son âge une retraite beaucoup plus tranquille plutôt que de rentrer dans une arène politique forcément difficile et composée d'un panier de crabes. Et donc, il choisit ce qu'il choisit, il vient donner de sa force, de son intelligence et de son travail, et croyez-moi, il en a, pour donc l'avenir et la construction de son pays. Et donc, il vient dans 10 mois, il vient dans un pays qu'il n'ignore pas, qu'il connaît très bien, mais pour lequel il n'était pas forcément inscrit qu'il en soit ni le président, ni même Premier ministre. Et donc, il devient au bout de 10 mois, il gagne son pari, il se fait une place. Le Bénin est un vrai pays démocratique, c'est-à-dire que les élections veulent dire quelque chose, la commission électorale veut dire quelque chose, et encore une fois, je suis très heureux de voir que le Premier ministre Zinsou, le président Zinsou, j'espère, est en train d'y arriver.
En train d'y arriver, on ne sait pas, hein, j'ai mal, Jean-Marie, parce que conformément aux propos qu'a récemment tenu Sébastien Jabouin, le troisième dans la course présidentielle, il devrait soutenir Patrice Talon dans un tel contexte, hein, et sachant que Lionel Zissou n'avait pas une telle avance sur son adversaire, hein, pour un candidat du pouvoir. Il a fait 28,44% contre 24,80% pour Patrice Talon. Alors, est-ce que Lionel Zissou a vraiment des chances d'être élu ce 20 mars ? Je veux dire, bon, je comprends bien les souhaits de Djemal, c'est-à-dire que Zansou soit élu. Et si vous voulez, objectivement, quand on regarde, de mon point de vue, je suivrai peut-être le raisonnement de Djemal là-dessus. La personne, de mon point de vue, qui est apte à apporter quelque chose, si vous voulez, de plus au Bénin, c'est le candidat Zansou. Tout simplement pourquoi ? Patrice Talon, si vous voulez, c'est un homme d'affaires. Vous savez, la politique, c'est pas le business. La politique, c'est pas le business. Tout simplement pourquoi ? Et là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelqu'un comme Zansou, dont on connaît le parcours, qui est relativement brillant et clair, comme il vient de le souligner. C'est quelqu'un qui est banquier, c'est quelqu'un qui a dirigé, qui a été à la tête des multinationales ici, là, en France. Je pense que les pays africains, sans faire offense aux Africains, hein, ça n'a rien à voir. Tout simplement, à l'heure actuelle, vous avez un pays comme le Bénin, qui est à l'instar de tous les pays africains qui veulent postuler à l'émergence. Cette émergence, ça doit être soutenue par quelqu'un qui a des réseaux qui puissent permettre au pays éventuellement de pouvoir progresser assez rapidement. Ça veut dire que Patrice Talon n'a pas de réseau? Non, les réseaux de M. Talon, si vous voulez, ça ne peut pas être les mêmes réseaux. Il faut être objectif, Amira. Quand vous avez quelqu'un qui a dirigé une banque, quand vous avez quelqu'un qui fait du business de son côté, ce n'est pas du tout la même chose. Vous avez des réseaux, c'est-à-dire dans le monde financier. Dans le monde financier, les réseaux sont transnationaux et pratiquement mondiaux. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous avez une banque en France, cette banque-là a des relations avec une banque aux États-Unis, avec une banque en Chine, avec une banque, chose que je n'ai rien contre le candidat, le concurrent de M. Zansou, mais je me dis pour le bien de l'Afrique et pour le bien du Bénin, moi c'est quelqu'un que je souhaiterais qu'il prenne cette place-là, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a une expérience qui est indéniable. Et on en reparlera bien évidemment au lendemain du 20 mars de cette élection présidentielle au Bénin. Mais pour l'heure, on va marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom et le dossier du jour consacré aux femmes sur le continent africain. Tout de suite.